Bien, bonjour, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'innovation, sortie de crise vers une renaissance européenne. Et on se posera la question, est-ce qu'on est au bon endroit pour faire de l'innovation par rapport à d'autres zones, d'autres pays Voilà, est-ce qu'il faut bouger ou pas ce qu'on peut faire en Europe. Excusez, voilà. Alors, innovation et 4 points, innovation et crise, je le ferai assez rapidement. On a fait beaucoup de conférences sur ça, elles sont en ligne, donc c'est pas trop la question. Aux sources de la culture européenne de l'innovation, beaucoup de force et quelques faiblesses actuellement en Europe sur l'innovation, renouveau européen, tout jouera sur les valeurs. On fera un petit comparatif avec les États-Unis et Silicon Valley pour voir si ça va mieux là-bas qu'ici, ou ce qu'on peut faire ici. Alors voilà, innovation et crise. Juste un petit rappel, les innovations arrivent par vagues successives, on en a connu beaucoup depuis l'Antiquité. Je ne vais pas vous les refaire toutes, le temps de Rome, le temps des cathédrales, la Renaissance, on fera un petit zoom, la Belle Époque, et aujourd'hui, une nouvelle vague. Alors comment ça se passe habituellement ? On a une révolution scientifique, suivie d'une révolution technologique, et à la fin on a une synthèse créative assez violente, où là on a le phénomène de destruction créative. Crise financière, parce que des anciens investissements perdent leur valeur, et montée de nouvelles valeurs. Quand on est en période de révolution scientifique, on parle surtout de recherche-développement. Quand on est en période de révolution technologique, on est plus dans une logique d'innovation. Et quand on est en période de synthèse créative, on est dans une dynamique de progrès. Dans beaucoup de pays dans le monde, on ne parle plus tellement d'innovation, en fait, on parle de gestion du progrès. Retour au progrès humain. Innovation, c'est faire quelque chose de nouveau. Progrès, c'est faire bénéficier tout le monde à la vie. Alors, le phénomène d'innovation est lié à une poussée scientifique et technologique. Vous voyez aujourd'hui l'ampleur de la poussée scientifique et technologique. 12 millions de chercheurs dans le monde. On en ajoute plus d'1 million chaque année actuellement du fait de la Chine, de l'Inde et des pays émergents. 18 000 articles scientifiques, 2 millions de brevets délivrés l'année dernière. Ce n'était que 1 million il y a 5 ans. 8 millions et demi de brevets actifs. 1200 milliards de dollars de dépenses de R&D. Tout ça va doubler dans 10 ans, essentiellement du fait de la montée Chine, Inde, Brésil, Russie, pays émergents, et reprise de la recherche dans les pays développés. Seulement, le petit problème qu'il y a, c'est que les gens ne mangent pas directement de la technologie. Ils vont pas avaler 8 millions de brevets, et on a rarement des personnes qui rêvent d'une technologie. Personne ne tombe amoureux d'un wireless access protocol. Il faut transformer ça en valeur humaine. Ce qui fait qu'au bout du côté de la société, l'innovation, c'est en fait rendre service aux gens. C'est dans la relation à l'individu que se crée la valeur. Forte valeur ajoutée utilisateur. C'est très important parce qu'on a pas mal de processus d'innovation aujourd'hui qui sont technocentrés, faire de la technologie pour la technologie, en oubliant un peu la dimension humaine, et on verra la société un peu déçue des innovations qui lui sont proposées aujourd'hui. Donc, poussée scientifique et technique considérable, nécessité de transformer cela en progrès humain. Alors, oui, je disais, aux sources de la culture européenne de l'innovation, une étude a été faite récemment, une enquête assez vaste faite par le Daily Telegraph, en demandant à la population quelles ont été les plus grandes innovations venues d'Europe, récemment, là, il y a quelques semaines. Et voilà les 6 choses qui sont proposées. La Renaissance, l'automobile, la démocratie, les locomotives, les universités et les journaux venus d'Europe. Vous voyez ici, l'université, c'est la Sorbonne, et la démocratie. Et 4 produits qui datent maintenant un peu, qui sont l'automobile, la presse qui s'en va et les locomotives. En fait, le retour à la Renaissance, vous verrez, on finira sur la Renaissance américaine, actuellement, c'est le mot qui est employé. Elle est très intéressante parce que c'est le début de la grande innovation européenne. Après 1500 ans de leadership chinois, il y a un leadership qui naît en Europe. Alors, c'est pas détaché de la Chine, puisque moitié des innovations de la Renaissance s'appuient sur des inventions venues de Chine. Une grande partie venue d'Inde, du monde arabe, et puis connexion dans le nord de l'Europe de toutes les connaissances existantes alors au niveau mondial. On parle de la première synthèse globale. Autour de l'humanisme, on invente le brevet, le Venturi Capitale, viendra Venture Capital plusieurs siècles après, et le design pour la conception. Et donc, on a l'expérience d'innovation importante en Europe, la Renaissance a marqué le monde entier, comme vous avez pu le voir, faite par la synthèse des connaissances venues d'autres pays. 4 grands objectifs définis par les humanistes de la Renaissance: l'amélioration de la condition humaine,
l'amélioration de la relation entre les hommes, qui ont tendance un peu à se cartonner, l'amélioration de la vie dans la cité, construire la cité idéale, et l'amélioration de la relation à la nature. On n'a rien changé au niveau des objectifs depuis 6 siècles, ce sont les objectifs fondamentaux de l'innovation. Ça se déclenche tout seul, je veux dire. Alors, Renaissance, l'homme mesure de toutes choses. On va voir aujourd'hui, l'essentiel des grandes approches d'innovation sont human-centric, centrées sur l'homme. Créer la ville idéale pour lui, soigner son corps, le rendre plus beau, lui apprendre les connaissances, la science, la philosophie, son positionnement dans l'univers, sa relation à Dieu s'il est croyant ou à la philosophie, donc centré sur l'individu. C'est ce qui a fait la différence entre l'Europe et les pays qui étaient ailleurs dans le monde, cette vision humaniste, valeurs humaines et conditions et droits de l'homme. En plus, une approche très esthétique, synthèse par la beauté, qui a marqué donc cette approche européenne. On a une deuxième grande vague, qui était celle de la Belle Époque, c'est-à-dire ce que vous voyez autour de vous, tout ça, la Tour Eiffel, le Grand Palais, la création des grandes entreprises européennes. Voilà ce que dit Histoire des Amériques, une encyclopédie. Paris s'impose comme l'encyclopédie vivante du monde moderne, capitale du progrès, à l'avant-garde de la civilisation. Et vous voyez, même quand on a un grand inventeur brésilien comme Santos Dumont, on vient innover à Paris. Religion du progrès, vision progressiste du monde, améliorer la condition humaine. Vous voyez, vision idéalisée de l'aéronautique, par exemple, qui naît à cette époque. Construction du bâtiment 3 fois plus haut que ce qui avait été fait auparavant. Des bâtiments gigantesques. Vous voyez, dans ce style, ça c'est le plus grand palais qu'il y a eu à Paris. 100 000 places assises. Aujourd'hui, le Stade de France fait 80 000. Il n'est pas couvert, pour donner une idée. Donc, montrer qu'il y a eu des évolutions clés. Alors, un symbole de la Belle Époque, c'est le Grand Palais. C'était le lieu de toute la high-tech mondiale. C'est là qu'est né le mondial de l'automobile, le mondial de l'aéronautique. La devise du Grand Palais, c'était « L'avenir sera fait des outils que nous avons créés ». Quand j'ai eu la chance d'aller enseigner un peu dans le monde entier, on nous rappelle tout le temps cette dimension. Si Paris est la première capitale au monde en tourisme, c'est surtout pour visiter ces choses-là, fondamentalement. Donc, l'Europe a une grande expérience, une légitimité internationale sur l'innovation plutôt humaniste, basée sur des avancées de la science. Où en est aujourd'hui l'Europe? Est-ce que c'est le bon endroit pour innover? Alors, on va voir différents points sur la population leader. Population faible, bien formée, productive. Vous voyez la population mondiale, en bleu, c'est la population d'aujourd'hui, en rouge, c'est à horizon 2100, à la fin du siècle. Vous voyez, ça croît partout, sauf en Europe. L'Europe n'est pas très peuplée, il y a quelques pays qui vont pousser un petit peu. Et si l'on regarde l'évolution de la population mondiale, depuis 15 ans, on est passé de 6 milliards de personnes à 7 milliards. 1 milliard de personnes de plus. L'Europe n'y a contribué qu'à 1%. 10 millions de personnes en Europe. C'est pas par la croissance de la population que va se faire le break au niveau des besoins. En revanche, une population très bien formée, très soutenue. Vous voyez, quand on compare au niveau mondial le support public à l'éducation, aux élèves, aux étudiants, c'est aujourd'hui l'endroit au monde où on met le plus d'argent pour l'éducation, par rapport à d'autres pays. Une des plus hautes productivités au monde. Souvent, on a les pays qui sont les plus productifs du monde. Ça ne veut pas dire que le coût du travail est plus bas, c'est productivité par heure. Les heures travaillées en Europe sur cette population relativement faible sont très efficaces. Et l'Europe est encore aujourd'hui leader économique. Ici, si vous regardez la richesse mondiale, vous avez 7% de la population mondiale, c'est ce qu'est l'Europe aujourd'hui, qui contrôle un quart de la richesse mondiale. 25,8%, vous voyez, en 2011. C'est aujourd'hui, on doit être à 25,2 ou 25,3, un quart de la richesse mondiale. États-Unis, c'est un peu moins, c'est 22%. Chine qui monte très vite en valeur, Japon, etc. Donc l'Europe, souvent, quand on va dans d'autres pays faire des conférences, on dit « mais vous avez des problèmes de gosses de riches ». C'est-à-dire que si vous êtes au Pakistan, en Inde, autres, on dit c'est un peu un problème de gosses de riches. Évolution de la richesse mondiale commence à bouger depuis 10 ans. Vous voyez, l'Europe a perdu 1 point de pourcentage dans sa richesse. Aux États-Unis, le décrochage est plus marqué. Alors, il y en a qui montent, Chine, Inde, vous voyez, qui ont progressé du bleu au vert. Ça s'est fait essentiellement, on part de richesse mondiale aux dépens des États-Unis et du Japon.
Et on voit donc la montée du Sud. L'Europe, pour l'instant, reste assez solide. C'est encore aujourd'hui le lieu où la richesse se répartit. En 2011, 27% des investissements mondiaux sont faits vers l'Europe. L'Europe elle-même a investi un tiers des investissements mondiaux vers le reste du monde. Elle émet en cumulé, elle possède 43% des investissements directs sur la planète, pour vous donner une idée. Et elle-même, elle en absorbe 35%. Ici, je vous montre un peu par rapport aux États-Unis. On va dire oui, mais avec la montée des pays émergents, les États-Unis s'intéressent moins à l'Europe. Vous voyez en rouge l'évolution des investissements directs des États-Unis vers l'Europe, et en bleu l'évolution des investissements vers tous les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. On ne peut pas dire qu'il y a un désintéressement de la zone Europe au niveau des investissements. C'est considéré comme une place sûre d'investissement durable. Il n'y a pas de désintérêt. Si l'on regarde au niveau du commerce, aujourd'hui l'Europe c'est le premier importateur et premier exportateur mondial. Importe 1,7 milliard, exporte 1,6 milliard, mais on a rééquilibré depuis cette année, 15% du marché mondial, et le premier lieu des investissements directs. Vous savez, on exporte moins aujourd'hui qu'on investit directement sur place. Vous voyez, 241 milliards de dollars. En deux, c'est les États-Unis, 163 milliards de dollars. Donc c'est pas une zone de désinvestissement. Au niveau de l'activité industrielle mondiale, vous voyez, l'Europe a décliné, comme les États-Unis. La Chine a progressé. Pour l'instant, l'Europe reste encore au leader. La Chine va prendre le relais dans les 3 ans qui viennent. Mais on n'est pas à un niveau de destruction. On a trois groupes, 2 importants, Chine, Europe, États-Unis, Japon en plus décliné, sur l'industrie. Est-ce que ça se dégrade ? Vous avez vu, je ne donne que des chiffres européens. Je n'ai pas voulu rentrer dans toutes les bagarres entre 27 pays, savoir s'il investit un peu plus que la Belgique, un peu moins que l'Italie, ce qui agace la terre entière entre nous chaque fois qu'il y a ce genre de stade. Je reste dans une vision européenne. Vous voyez, à l'enquête qu'a fait en 2002 Ernst & Young auprès des 1000 plus grands acheteurs mondiaux au niveau du B2B, est-ce que vous comptez acheter du manufacturing en Europe au cours des années à venir ? On est passé de 70% à 87% en 2011. Donc on n'a pas du tout une image dégradée du Made in Europe. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a par exemple le leadership mondial de l'auto a été repris par l'Europe assez facilement, sans inquiétude sur l'avenir de ce secteur. Pareil, au niveau aéronautique, l'Europe était en position faible. Il y a qu'est-ce que c'est agaçant ce truc. Il y a quelques années, excusez-moi. Quand j'appuie, ça fait 2 trucs d'un coup ou 3. Voilà. Je vais arrêter sur les avions, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, dans une position qui, il y a 25 ans, était 4% du marché mondial de l'aéronautique, aujourd'hui, c'est moitié-moitié. C'est une répartition à peu près égale entre l'Europe et les États-Unis, avec montée Chine, Brésil, par ailleurs, sur ce genre de produits. Au niveau du commerce international, donc je vous ai dit, pour l'instant, l'Europe reste le principal acteur. La Chine a rejoint les États-Unis ont beaucoup décliné, le Japon également. Donc pour l'instant, ça reste un des acteurs clés du commerce international. Au niveau des grands acteurs, vous voyez l'évolution au cours de 2001-2012, les 10 dernières années, des 500 plus grands groupes mondiaux. On en avait 215 Américains en 2001, aujourd'hui 144. Europe 158, on est passé à 160, donc c'est stagnant. Et toute l'Asie est montée de 116 à 188. Donc pour l'instant, il y a consolidation. Au niveau européen, on n'a pas eu le décrochage qu'il y a eu aux États-Unis. Bon, premier exportateur mondial, donc vous voyez, en bleu c'est export, en vert c'est import, mais ça s'est récalibré depuis le début de l'année. L'Europe est excédentaire, Chine est légèrement excédentaire par rapport à son volume. États-Unis sont extrêmement déficitaires, c'est le plus grand déficit commercial qu'il y ait jamais eu, et donc qui fait un déséquilibre au niveau international. Japon aussi un peu décliné dans sa part du commerce international. Pour l'instant, c'est au cœur du commerce international. Vous voyez les chiffres, la semaine dernière encore, Reuters a confirmé excédent 13 milliards au niveau du commerce extérieur sur septembre. On devrait finir l'année à 100 milliards d'excédents. Donc le commerce extérieur européen, qui traditionnellement était toujours excédentaire, est redevenu excédentaire dans un contexte de crise.
Déficit public, on va dire oui, mais il y a les déficits publics. Oui, il y a 3 grands déficits publics dans le monde. Vous voyez la taille des ronds, Japon, États-Unis et Europe. Vous avez la part du PNB en vertical, 250% au Japon. États-Unis aussi, un déficit assez gros et élevé. L'Europe est plus proche de le retour à l'équilibre que ne le sont les États-Unis et le Japon, en tout état de cause. Le vrai problème, c'est ces désaccords. C'est que c'est pas géré de façon unitaire, c'est que tout le monde se tire dans les pattes actuellement, plus que les volumes qui sont quelque chose qui est excessif, mais qui est plus contrôlé et au niveau pan-européen en voie lente de résorption. Alors, grandeur et servitude de la diversité. Le vrai risque qu'il y a au niveau européen, c'est l'éclatement de la zone. C'est considéré dans le monde entier comme le principal risque. Vous voyez, avant la mise en place de l'euro, la dispersion des taux d'intérêt, tout le monde rentre dans un même système. Et depuis 2008, la crise financière marquée par notamment les Man Brothers, qui était un symbole, chacun a eu tendance à repartir dans sa stratégie nationale et à ne jouer que partiellement la cohérence. Donc vous voyez l'éclatement des taux d'intérêt qu'on retrouve au niveau du chômage. Excusez-moi. Voilà, vous voyez le taux de chômage. Là, j'ai pris le chômage des jeunes parce que c'est le plus inquiétant. Quand on est au-dessus de 20%, il y a un risque important. Vous voyez, pas eu de sortie de l'euro. L'euro est toujours là, mais chacun se la joue en perso. On a à nouveau éclatement des taux de chômage qui sont plus liés à l'individualisme des pays qu'à une stratégie européenne. Alors, est-ce que l'Europe, c'est un éclatement ou une variété? Donc, vous voyez le nombre de drapeaux. Tout le monde a des inquiétudes vu du reste du monde, parce que tout le monde s'est cartonné, là. Il y a eu des guerres entre tout le monde, pratiquement, dans le passé. Donc, cet éclatement inquiète, si vous voulez. Alors, ça peut être un éclatement. On a aujourd'hui des tendances... alors, il y en a qui le voient comme positif. Par exemple, je prends Electronic Arts, qui est le leader américain des jeux vidéo, qui met pratiquement tous ses studios de création en Europe. Il dit, oui, mais il y a une telle multiculturalité que ça donne une créativité extrême. Voilà, il dit, quand vous débarquez chez Citec, les gens parlent 27 langues différentes, 27 façons de voir les choses, compte tenu de leur éducation, de leur culture propre. Il y a vraiment beaucoup de talent et de créativité, et donc on ne veut pas les laisser filer. Alors ça peut être un atout de parler 27 langues, ça peut être un inconvénient aussi, grandeur et servitude. Le risque au niveau européen, c'est le retour au nationalisme. En ce moment, il y a des poussées assez fortes. Les dépôts de logos sur le 100% made in Belge, made in Italie, made in ce que vous voulez, parfois soutenus par les États, inquiètent un peu, parce qu'à ce moment-là, chacun a une taille qui est sous-nominale par rapport à l'Inde, la Chine, le Brésil et ces grands pays. Alors, inquiétude internationale sur les divisions de l'Europe. C'est pas l'Europe qui fait peur, c'est cette division éventuelle. Il y a eu 2 historiques au niveau mondial, ça a été 2 guerres mondiales qui sont venues d'Europe. L'Europe a eu le prix Nobel de la paix, vous savez, l'an dernier, cette année. Voilà, 920 000 euros, avant c'était 1 million, divisé par 26. Voilà. Si on divise par 26, ça fait pas beaucoup chacun. Donc toujours cette relation entre unité et risque de division. Alors, il y a beaucoup d'actions. Ça peut être un atout, l'Europe sait gérer la multiplicité. Chaque fois, on dit, mais vous gérez des choses compliquées. C'est presque une réduction du monde. Le programme Erasmus, qui est un exemple mondial, 3 millions d'étudiants échangés entre les différents pays pour mettre de la cohérence, passer les anciennes oppositions. Voilà, tous les jeunes, c'est très menacé en ce moment Erasmus, il faut soutenir Erasmus parce que c'est un progrès considérable. Et actuellement, c'est un programme mondial, sachez-le. C'est-à-dire beaucoup de pays ont rejoint l'Europe pour des échanges dans le monde entier, pour que chacun y travaille chez les autres, pour pas avoir de repli nationaliste. Au cœur de la science et de la technologie. Alors, est-ce que l'Europe a décroché au niveau de la science et de la technologie? Voilà. Au niveau de la coopération scientifique dans le monde, là que j'ai que l'Europe, mais j'ai un schéma. Voilà. Monde. Là, vous avez toutes les connexions entre les scientifiques dans le monde. C'est le schéma qu'on fait aujourd'hui avec les. Vous voyez le grand axe entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe qui naît de plus en plus avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil. Et si vous centrez, le cœur mondial des échanges scientifiques et techniques sont là. Alors, vous voyez, il y a des nationalismes assez forts, on voit des réseaux en étoiles, on en voit d'autres d'échanges, mais c'est le plus dense réseau d'échanges scientifiques au monde. Alors ici, vous avez les papiers publiés dans le monde, aux États-Unis, les papiers scientifiques dans les plus grandes revues. Vous voyez, l'Europe, pour l'instant, reste leader sur les publications scientifiques. On n'a pas d'interrogation sur la qualité des travaux et du volume des publications. Évidemment, si on les découpe par pays, ça fait les petits paquets que vous avez derrière. Pour l'instant, elle est encore leader mondial sur les brevets. Elle sera doublée par la Chine dans peu de temps, par ailleurs. Mais enfin, pour l'instant, elle est leader sur les brevets.
même si c'est réparti entre plein de petits endroits. Hein. Et puis, dans tous les classements, il existe une quinzaine de classements. Les gens adorent les classements. Qui est le plus innovant? Les classements sur 5 critères, 8 critères, 123 critères, 47 critères. Hein, il y en a une douzaine. On les suit pour les besoins de nos cours. Quel que soit celui qu'on prend, 2/3 des pays considérés comme les plus innovants au monde sont européens. Que ce soit sur 5, sur 10, sur 15. Donc, on a toujours, vous voyez, c'est le pack qui est là-haut. Hein, la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande, l'Angleterre, etc. On n'a pas d'indicateur. Vous voyez, Thomson Reuters, USA, France, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, etc. Top 10 2013, Bloomberg, Suisse, Suède, UK, etc. Donc, pas de complexe au niveau de la capacité d'innovation apparente. Hein. Et si vous prenez le cas des téléphones mobiles, où l'Europe a failli au niveau industriel, c'est pas un problème scientifique et technique. Si vous regardez les brevets accordés au cours des 20 dernières années sur lesquels s'appuient toutes les technologies actuelles de portables, en fait, vous voyez, dans les 5 premiers, vous avez 3 Européens, Nokia, Alcatel, Ericsson. Dans les 10 premiers, 4 Européens, plus de brevets qu'aux US. Il y a Samsung qui mène le bal, Sony, mais ça n'est pas venu d'une défaillance scientifique et technique. Au fur et à mesure qu'on perdait nos leaders de l'électronique, des téléphones, Alcatel, Matra, Sagem et d'autres, Siemens, en fait, le nombre de la part des brevets dans le monde sur les mobiles augmentait, ce qui est un peu paradoxal. Donc l'Europe n'est pas mauvaise en sciences et en technologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a des problèmes souvent de le transformer en avantage économique. Et puis, aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe est une référence mondiale en sciences fondamentales. Je vous montre le CERN, c'est les pays en bleu que vous voyez, mais le monde entier coopère autour du CERN parce que c'est neutre, c'est un endroit. Les 2 prix Nobel de physique cette année sont un Anglais et un Belge pour le boson de Higgs. C'est le plus gros équipement, le plus complexe objet qui existe sur Terre, un gigantesque accélérateur travaillant proche du zéro absolu. Tout le monde accepte de coopérer. Ici, vous voyez, lors de l'ouverture, vous avez les plus grands scientifiques du monde qui se retrouvent au Centre européen de recherche nucléaire. Mais la vocation de l'Europe, c'est pas d'être centrée sur elle, c'est d'être un lieu d'accueil où tous les scientifiques du monde peuvent venir faire leurs recherches. Un plus gros bébé technique du monde, et on va refaire la même chose pour ITER, pour essayer d'aller, après des recherches 20 ou 30 ans, capter ce qu'est l'énergie des étoiles. Même chose pour l'Agence spatiale européenne. Sachez qu'elle fait jeu égal avec la NASA maintenant dans tous ses programmes scientifiques. Et donc c'est une coopération très efficace. La première photo du début de l'univers qui ait jamais existé. Donc des appareils extrêmement sophistiqués, internationaux, coopératifs. Planck, c'est le satellite absolu de découverte des origines de l'univers. Mais quand on a des choses qui marchent au niveau européen, sachez que c'est généralement pan-européen plus ouverture internationale. Europe regroupée plus États-Unis plus Chine plus autres. Vous voyez il y a plein de drapeaux parce que chacun aime bien garder son drapeau chez nous. C'est pareil quand c'est de l'industrie, c'est-à-dire leadership industriel pan-européen. Mais je rappelle, dans un Airbus, le pays qui a le plus de parts, c'est les États-Unis. Vous voyez, il a 30%. Mais c'est parfait. Il y a une part chinoise, il y a une chaîne en Chine et autres. Mais c'est une conception qui est venue d'une coopération entre différents pays. Un Airbus, vous voyez, c'est des morceaux qui viennent de partout. Vous voyez ici, vous avez des ailes en Angleterre, des dérives en Espagne, des moteurs aux États-Unis ou franco-américains, des parties, une chaîne de montage en Russie, maintenant il y en a une en Chine aussi, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc dès qu'il y a coopération, le niveau scientifique, technique, industriel est tel qu'on ne connaît pratiquement pas d'échecs pan-européens sur des secteurs high-tech. Quand il y a eu combinaison des connaissances et combinaison des investissements. Et les grands groupes aujourd'hui, les groupes européens, vous avez vu, ils sont bien défendus sur le monde. Je prends Valeo comme exemple, mais on pourrait prendre Safran, on pourrait prendre tout un tas, Bosch, Siemens, c'est tout. C'est le pack, moitié à peu près des investissements industriels et d'équipements sur les pays d'Europe, et puis position Chine, États-Unis, Inde, Brésil et autres. C'est ça l'Europe moderne industrielle aujourd'hui. C'est-à-dire une vision, une pensée première et une ouverture internationale. Alors, vous voyez, ici, c'est un des projets, c'est un que je préfère dans l'économie nouvelle de la connaissance. O3B, ça veut dire Others 3 billion, les autres 3 milliards de personnes, ça veut dire, qui n'ont pas le téléphone ni l'Internet. Comment leur fournir le téléphone et l'Internet sur la Terre entière pour 50 centimes chaque année. Et voilà, c'est typique des programmes nouveaux. Vous avez SES
Société européenne de satellites, qui est le leader mondial des télécoms et de la télé par satellite, HSBC, qui est la plus grosse banque d'Europe, Ariane Espace, qui est une société spécialisée dans le lancement entre Thales, Alenia, mais en coopération avec Google, avec DBSA, qui est le leader en Afrique du Sud. Je ne vais pas faire le tour. Donc, coopération internationale avec un rôle important, clé, joué par les partenaires européens. Alors, si l'on regarde les secteurs émergents, développement durable, là c'est une étude que vient de faire le MIT. Vous voyez, c'est pas une vision franchouillarde ou autre. Sloan School of Management, pour ceux qui connaissent, c'est la business school du MIT, en disant où est-ce qu'on a le plus de crédibilité pour développer les produits de développement durable. L'Europe arrive en premier parce qu'elle a une longue expérience de cela. Et effectivement, si vous prenez mise en œuvre du protocole de Tokyo, seule l'Europe et le Japon sont dans les clous. Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas adhéré, les autres. Donc, on avance sur le programme développement durable. Énergie solaire, pareil. 78% de l'énergie solaire dans le monde est produite en Europe. Pour donner. Sur le production d'énergie renouvelable par le vent, pour l'instant, les plus gros parcs sont encore en Europe. Là, la Chine rattrapant rapidement, si vous voulez. Donc, l'orientation développement durable, la technologie, industrie d'avenir est plutôt positif. L'Europe a un leadership plus important que sa part sur le marché mondial. Tout cela n'empêche pas qu'il y ait un manque de dynamisme actuel qui est marqué essentiellement depuis 2008. Ici, vous voyez, là on est en indice, c'est pas des valeurs, des volumes. On a vu que le volume est plus important en Europe qu'aux États-Unis, mais en indice, vous voyez, depuis 2002, excusez-moi. Vous voyez ici le frein qu'on a actuellement sur la sortie de crise en termes de croissance du PIB, essentiellement dû aux désaccords internes. Chacun tire dans son coin d'une certaine façon, alors qu'on a une certaine cohérence aux États-Unis, la reprise étant par ailleurs due essentiellement à des questions énergétiques, et notamment dans l'industrie. Vous voyez, similitude aux États-Unis en Europe et décrochage à partir de 2011 sur l'industrie, incertitude sur l'investissement, inquiétude sur les taux de prélèvement, inquiétude sur un risque de crise euro, qui fait que ça joue. Bien que l'euro soit considéré comme fort parce que les fondamentaux sont beaux, il y a un contexte qui n'est pas aujourd'hui très porteur, mais il est très récent. Et puis, alors, voilà l'impact, ça c'est les dépenses de pub dans le monde l'an dernier, c'est un bon indicateur la pub. Si on pense que tout va aller plus mal, on réduit la pub parce qu'on ne vendra pas plus. Si l'on a une vision que le business va se développer, les investissements publicitaires augmentent. Donc, période un peu pessimiste, d'inquiétude qui ne se justifie pas du tout par les fondamentaux, qui est liée à un contexte conjoncturel. Alors, États-Unis-Europe, on met sous le vent les deux en va-et-vient. Moi, je forme beaucoup d'élèves, on voit les Américains d'un côté, les Européens de l'autre, et puis les émergents de l'autre, avec le rêve sur le rêve américain. Donc, petite comparaison États-Unis-Europe. Voilà, ça c'est le trait d'un site américain qui adore faire des comparatifs simples entre les pays. Il dit voilà, ça c'est un circuit aux États-Unis, ça c'est un circuit en Europe. Là, vous comprenez déjà le problème européen. Nous on aime bien les chicanes, etc. Là où on voit la vitesse pure, c'est Indianapolis à côté d'un circuit européen, en disant c'est toujours plus compliqué en Europe. C'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. Alors ici, vous voyez par exemple, excusez-moi, ici on voit ce qu'on fait. Alors est-ce que les États-Unis, vous voyez, se désintéresse de l'Europe et que l'essentiel du business est aux États-Unis. Ici, vous voyez en pointillé l'évolution de l'activité économique des entreprises américaines en Europe. Et en bas, vous voyez les exportations venues des États-Unis vers l'Europe. Si l'on surajoute l'inverse, c'est-à-dire l'activité économique des entreprises européennes, c'est désagréable, aux États-Unis, vous voyez, c'est moindre, parce qu'il y a une moindre dynamique de l'économie américaine, même si on a une reprise récente, si vous voulez. Et donc, il y a 650 milliards de dollars générés en Europe par des investissements américains, de plus qu'il n'y a d'activité économique générée aux États-Unis par des entreprises européennes. Au niveau des exports, on exporte plus aux États-Unis qu'on importe. L'Europe est excédentaire vis-à-vis des États-Unis. Donc, l'Europe n'a pas de problème américain. Au contraire, c'est un appel de croissance qui lui vient à la fois au niveau de l'investissement et de l'accès au marché américain. On ne constate pas un problème qui serait lié à la relation économique avec les États-Unis.
Alors voilà, un autre schéma extrait d'un site américain. Vous voyez, il y a même addiction au jeu, il y a les gamers addictifs, autant aux États-Unis qu'en Europe. On ne peut pas de différence à part la couleur du t-shirt, vous voyez. C'est un site qui blague l'utilisation. Sur l'Internet, alors le problème, pas d'Européens dans les grands géants du web. Les géants du web, vous voyez ceux qui sont à plus de 300 millions d'utilisateurs, les Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, etc. Je passe sur ces réseaux professionnels, LinkedIn, etc. Les Chinois qui arrivent, que vous voyez en dessous. L'Europe n'a pas su envahir ce champ au niveau de grands acteurs. Elle a plein de petits acteurs, souvent dynamiques, qui viennent en complément de ces grands groupes, qui font du jeu sur Facebook, qui font du ciblage publicitaire pour Google, etc. Mais pas des grands leaders. Une raison principale, c'est l'absence de cohérence du marché européen en termes de langue. Ces marchés sont extrêmement sensibles à la langue, on est éclaté en 27 pays. Si l'on regarde par contre l'utilisation du web, on est similaire. Vous voyez, en Europe, on a 72% de la population qui a fait un achat sur Internet, 72% aussi aux États-Unis. Par contre, l'achat moyen est plus faible. Ça n'est pas considéré comme un handicap. L'équilibre entre le commerce réel et le commerce en ligne est un des grands défis du futur. Aux États-Unis, on a tendance à rééquilibrer. Vous voyez, par rapport à Chine, si l'on regarde les réseaux sociaux, les gens sont connectés aux réseaux sociaux à peu près de la même façon aujourd'hui entre l'Europe, les États-Unis, Moyen-Orient, Amérique latine, Asie, mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc par habitant, c'est moins, vu qu'on a 1,2 milliard de personnes en Inde et 1,3 milliard en Chine. Au niveau du mobile, on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel du progrès du net se fait sur mobile, sur smartphone. L'Europe a un avantage, elle l'avait extrêmement valorisé en 2G avec le GSM, en se mettant d'accord sur une norme commune. La norme a été adoptée dans le monde entier. Elle n'a pas refait ce coup du GSM depuis, mais vu le parc de portables, 672 millions contre 270 millions aux États-Unis, vous voyez, ou 400 millions en Amérique latine, normalement, elle devrait être leader sur l'utilisation de la téléphonie portable, où elle a joué un rôle historique avec la connexion de l'Internet, si elle arrivait à gérer de façon efficace son marché commun, ce qui est plus délicat, à cause essentiellement du phénomène de langue. Au niveau du crowdfunding, effectivement, il y a un moindre dynamisme que l'on trouve actuellement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Il est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de financements autres en Europe. On n'est pas dans des décalages gigantesques, si vous voulez. Un cas de Twitter, par exemple, Twitter serait particulier. Il y a beaucoup plus de tweets par habitant en France qu'aux États-Unis. En ce moment, c'est la fascination de tous les médias français sur les tweets. Le tweet, c'est une façon, comme on dit, c'est de la délégation d'impertinence. Ça permet de dire non, on dit rien. Mais vous avez vu les tweets, c'est très très pratique en fait. C'est un petit côté faucheton sur les bords. Non, je n'ai rien contre les gens de Twitter, mais c'est un des rares systèmes où les États-Unis sont très minoritaires dans l'utilisation, alors que la plupart des systèmes du web sont encore à grande majorité américaine et le reste du monde fait souvent moins que les 50% qu'on a sur le marché américain. Twitter, c'est assez original pour différentes raisons. Mais on ne peut pas dire qu'il y a retard dans l'utilisation des produits et services du web en Europe. Les pays du nord de l'Europe ont tous une consommation d'Internet beaucoup plus importante qu'aux US. Les pays d'Europe du Sud, un peu moins. Mais globalement, on a... Alors, faire attention, on reviendra, une étude qui a été faite par l'université de Stanford qui dit plus on tweet et moins on entreprend. Bon, enfin, à voir. Alors, est-ce qu'il y aurait une évolution vers la fin du handicap linguistique ? Le principal problème sur tout ce qui est technologie de l'information, de la communication, de l'intelligence, c'est l'éclatement des langues en Europe. Si on avait des technologies qui permettent de régler le problème du langage, à ce moment-là, le grand marché européen deviendrait un atout déterminant sur le lancement des nouveaux services. Un avantage aux États-Unis, si vous lancez un nouveau service, il va pouvoir s'exprimer sur 260 millions de personnes très vite, et après vous enverrez des pays l'un par un. En Europe, c'est pas parce que ça marche en Italie que ça marche en Espagne, ça marche au Portugal, c'est pas la même langue, c'est pas le même. C'est beaucoup plus coûteux d'envahir ce champ avec des langues. Alors, ça progresse à ce niveau-là. L'Europe devrait être plus dynamique, elle a fait beaucoup de recherches, mais c'est Samsung qui mène le bal avec ses translateurs automatiques. Les premiers ont été développés à la rentrée sur Galaxy, dernier Galaxy, c'est les premiers, mais c'est extrêmement efficace. Ça permet d'avoir un échange linguistique direct entre une langue et une autre. C'est des technologies qui, pour l'Europe, sont extrêmement importantes, parce que c'est au cœur de sa diversité et de l'inconvénient lié à cette diversité, même s'il y a des avantages.
Alors, renouveau européen, tout se jouera sur les valeurs. Aujourd'hui, alors, valeurs humaines, un des problèmes qu'a l'Europe, aujourd'hui, c'est son retard sur le human-centric. Chaque pays joue un peu son rôle tout seul dans son coin. Il essaie d'avoir une technologie propre. Alors, c'est difficile d'avoir 27 standards en Europe. Hein, on a fait ce type d'erreur à une époque. À ce moment-là, personne ne percera. Et on a plus un discours technologiste en Europe que dans tout le reste du monde. Au point qu'on dit parfois le techno-chiant à l'européenne. Hein, c'est-à-dire, on nous rebat les oreilles avec des plus de volume. C'est pas tellement le problème. Est-ce qu'on est human-centric ou pas? Or, on est à l'origine même du système européen. C'est-à-dire, l'homme mesure de toutes choses. Est-ce qu'on améliore la condition de vie des gens? Oui ou non? Au-delà de l'aspect technologique. Aujourd'hui, dans le domaine de l'innovation, tous les critères, vous voyez, 2/3 des chaires d'innovation qui sont ouvertes au cours des 2 ans passés sont sur des concepts indiens, dans le monde entier. Inclusive innovation, ça veut dire personne doit être exclu, hein, ça ne peut pas être innovation pour quelques-uns, quelques happy few. Frugal innovation, simple, précis, frugal dit bien ce qu'il veut dire, disponible pour tous, peu cher. Grassroots, on va faire monter bottom-up, on dirait en anglais, ce qui vient des gens sur le terrain et on va synthétiser. Jugaad, où chacun joue son rôle, essaie de trouver des solutions. Reverse innovation, aujourd'hui en Inde, ça tourne très fortement. Les produits nouveaux de General Electric en santé, de Siemens, viennent d'Inde et se diffusent sur la terre entière. Hein. AAA, alors faut plus l'utiliser parce qu'une entreprise a trouvé l'idée de déposer le nom et donc les Indiens disent on veut plus l'utiliser parce qu'il y a des petits cons qui veulent faire de l'argent sur notre AAA, hein, qui voulait dire available, accessible, affordable. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment accessible? Est-ce que c'est vraiment disponible? Est-ce que c'est vraiment abordable? Sinon, c'est pas une vraie innovation. Hein, donc, ils étaient attachés à ce AAA. Comme le AAA était brandé par une boîte de conseil occidentale, maintenant ils disent Gandhian Innovation, comme Gandhi, là on peut pas le piquer aux Indiens, c'est Gandhi, parce qu'il avait cette approche, hein, on appelle Innovation. Donc, l'Europe se fait, je dirais, doubler par l'Inde sur la dimension humaniste de l'innovation. Elle a une grande légitimité, elle a beaucoup de gens qui sont pauvres à éduquer, autres. Pareil, venant du Brésil, hein, pour donner une idée, voilà, Brésil, on dit voilà les grandes priorités de l'innovation, hein, alimentation pour tous, éducation pour tous, droits des femmes, hein, réduction des maladies infantiles, statut de la femme enceinte, réduction des maladies endémiques, amélioration de la relation à la nature, du travail pour tout le monde. Donc l'Europe est un petit peu dans son monde technologiste et souvent on dit aux jeunes entrepreneurs, pensez aux gens qu'il y a au bout parce que sinon vous allez être en décalage. Hein. Faites pas que du techno, que du geek, hein, ou que du techno-centré, sinon vous allez passer à côté. Voilà, alors valeurs européennes fondamentales, tout le monde s'appuie dessus, elles sont universelles. Pensée humaniste, human-centric, rationalité, l'Europe a été la meilleure en logique, Descartes, Leibniz, etc. On aime la science, un grand pays de scientifiques. On ne rejette pas cette dimension scientifique, on l'a vu, physique, mathématiques. Je savais que même Paris, 10% de tous les papiers mondiaux de mathématiques se publient à Paris, donc on est des pays très scientifiques. Sécularité, il n'y a pas d'interface avec la religion, c'est très important en Europe, c'est civil, il n'y a pas de dépendance, il y a toutes les religions en même temps, et ça ne joue pas sur le fonctionnement de la société, le rôle de la loi. Pays légaliste, on ne va pas remettre ça en cause, la démocratie comme principe fondamental et les droits de l'homme issus directement de la pensée humaniste. Et beaucoup vous disent, on attend des innovations en cohérence avec vos valeurs, qui soient plus humanistes, qui soient universelles. Avant, à la belle époque, là, on disait pas globalisation, on disait pas mondialisation, on disait universalité. Hein. On faisait des choses universelles. Expo universelle, c'est-à-dire ce qu'on fait peut être utile par tout le monde entier. Aujourd'hui, tout se joue dans la vie. Je vous montrerai des chiffres, mais toutes les études sociologiques convergent et les gens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits des innovations qu'on leur propose. Ça améliore pas vraiment la vie, ils n'ont pas moins mal, les transports sont extrêmement difficiles, ils ont du mal à trouver du boulot, donc ils veulent de la santé, de l'éducation, de l'habitation, du travail. Ça joue sur les lieux de vie, dans l'hôpital, dans les bureaux. Ici, par exemple, pour la fonction publique, hein, en réfléchissant avec la fonction publique. Voilà, ça se joue à la Sécu, à la NPE, au tribunal, il faut 3 ans pour être jugé. Dans l'éducation nationale, c'est là qu'on attend les innovations pour améliorer au quotidien la vie des gens. Sinon, il y aura un décalage qui s'est déjà produit entre le monde de la science et de la technique et le monde réel dans lequel vivent les gens. Voilà, ça, c'est un grand lieu d'innovation.
tout le système de sécurité sociale est en carafe, les coûts sont trop élevés, les coûts de l'hôpital sont trop élevés. C'est difficile d'innover là, mais c'est là que ça se joue. Comme ça se joue sur la ligne 13 ou sur le RER A ou B, et comme ça se joue dans le fait d'avoir du boulot ou pas. Alors voilà, retour aux valeurs humanistes, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, alors c'est bien, on nous le ressort dans le monde entier, c'est une pensée d'Aristote, pour savoir. Une grande vague d'innovation, il a dit faites attention, quand il y a une vague de progrès, le risque, c'est qu'il y en a qui en bénéficient et les autres vont rester à côté. Ils auront perdu leur travail parce qu'ils étaient sur la technique d'avant et ils vont être laissés pour compte. À la Renaissance, c'est redevenu la phrase clé, progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. À la Belle Époque, c'était la référence, vous le trouvez sur plein de monuments. La SNCF, on a fait une pub, alors il y en a qui croient que c'est un SNCF, mais en fait ça vient pas de la SNCF, ça vient d'Aristote. Et aujourd'hui, dans la vague d'humanisme qui balaie la planète, on dit, mais est-ce que ça améliore la vie des gens? Est-ce que c'est human-centric? Est-ce que c'est du progrès humain? Où le terme de progrès redevient la référence par rapport au terme innovation, ou indienne, c'est clé. Je rappelle les éléments clés de l'innovation aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Comprendre les rêves, les désirs, les espoirs, les idéaux, les souhaits, les valeurs, les attentes, les besoins de ceux à qui on s'adresse. Respecter leur sensibilité, leur identité, leur culture, leur part de création, connaître leurs pratiques, leur niveau de connaissance, leur vécu, essayer d'aller plus loin dans ce qui a été fait pour eux jusqu'à présent. Avec ça, vous avez l'essentiel de ce qui est l'objectif. Pas juste trouver une nouvelle appli pour savoir qui aime la brioche dans le 11e. Je blague, mais en ce moment, on a un petit peu ça. Il faut taper assez fort et assez loin. Alors, en ce moment, déception croissante. La dernière enquête de Philips, qui suit tout le temps la société, parce qu'il fait des produits grand public, très grand désappointement des gens. Pas assez d'innovation qui améliore réellement la vie. Pas de technologie gap, les gens trouvent qu'il y a plein de techno, mais que ils voient pas en quoi ça améliore leur vie. Donc, concentrer l'innovation sur l'amélioration réelle de la vie des gens. Vous voyez, ne jamais sous-estimer la capacité des autres à vous décevoir. C'est dans l'étude un dessin proposé par les gens. Pour l'avenir, beaucoup de choses dans les tuyaux. En Europe, position de force sur les secteurs émergents. Vous voyez le petit garçon que vous voyez là, en haut à droite, avec une star de la chanson. C'est un des tout premiers à avoir bénéficié d'une injection pour une maladie rare génétique, donc les soigner en une seule injection. La première usine au monde qui fait des médicaments génétiques a ouvert au printemps en Europe. Donc là, au niveau santé, le premier cœur artificiel de la Terre implanté cette année après 27 ans de recherche-développement. On envisage d'en implanter 12 millions dans le monde. C'est une révolution. On n'attend pas que quelqu'un de jeune se tue ce week-end en voiture pour lui piquer son cœur, ce qui est quand même un peu court comme vision humaniste. Rendre la vue à des aveugles de naissance. L'Institut de la Vision, vous voyez, il est tout neuf et il existe maintenant. Jamais on avait fait ça avec une puce CCD dans l'œil connectée à un nerf. Donc des robotiques d'aide à la personne, vous voyez les petits robots d'Aldébaran, Nao et Roméo par exemple. Donc il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Alors je finirai là-dessus avec une petite comparaison américaine. Alors que nous disait Steve Jobs, il est parti, mais il vous dit surtout partez des gens, partez des utilisateurs de ce dont ils ont besoin et voyez les technologies qui vont résoudre leurs problèmes. Si vous partez des technologies pour essayer de trouver des applis, on aura 800 000 applications, on aura 1 million, on aura 2 millions, on n'aura toujours pas amélioré la vie des gens. Donc il faut partir des gens, sinon ça vous mènera nulle part. C'est Steve Jobs qui le dit. Et d'ailleurs récemment, le patron de Google, que vous voyez ici, on l'a interpellé en disant « Oui, mais tous ces progrès du web n'améliorent pas la vie des gens. Où vont aller les emplois ?» Il a dit « Il faut créer des emplois où ?» C'est lui qui dit « Santé, transport, éducation. » 40% de la recherche de Google, maintenant, est affectée totalement à la santé humaine et à l'amélioration de la vie pour les seniors, pour info. C'est pas sur le moteur, c'est sur l'amélioration de la santé publique dans le monde. Alors, retour de l'esprit prôné en Europe. Nous, on a remis des prix, Picard, aussi Gildo avec ses voitures électriques, des records du monde. Donc, on a un retour de l'esprit pionnier en Europe. Vous voyez, Venturi, en fait, il n'a pas réussi le record du monde cette année à passer 700 km/h en voiture électrique. Vous allez dire, pourquoi passer 700 km/h en voiture électrique? Ça permet d'aller pousser les technologies au maximum que l'on trouvera après dans les voitures les plus classiques pour tester ce qui peut être fait de mieux. Vous voyez, ça s'appelle Venturi. Alors, axe de reprise en Europe. Je finis. Voilà, Siemens a fait une analyse pour les pays européens. On a dit, mais comment est-ce qu'on peut repartir? Il a dit, on a fait le tour de l'Europe, voilà ce qu'on ressort. Coopérer au niveau de la R&D, partez pas sur des standards multiples entre 27 pays, ça mène nulle part. Donc, coopération sur la technologie pour arriver avec une technologie sur laquelle tout le monde va investir. Ensuite, investir massivement, retrouver la culture de l'investissement et de la productivité.
améliorer l'efficacité, former les gens massivement à toutes ces nouvelles techniques et faire quelques infrastructures stratégiques qui permettront d'améliorer le fonctionnement du système européen. Donc les axes sont assez connus. Alors dernier point, est-ce qu'aux États-Unis ça va mieux? Moi j'ai l'habitude d'aller assez souvent, on coopère avec Stanford. Voilà l'évolution de la création d'emplois par les startups aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un drame qui est l'effondrement de la création de startups à forte activité. En disant pourquoi ça marche plus aussi bien. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on est une startup, une nation startup? Excusez-moi de ce. Voilà, alors qu'on voit que la part des startups ne cesse de glisser. En fait, il y a un renouveau américain lié aux grands groupes américains plus qu'aux startups. C'est au retour de General Electric, de General Motors, de Boeing, etc., qui ont fait le truc. Mais côté start-up, il y en a de plus en plus et de plus en plus petites. Et donc, Obama a pris l'initiative de les rassembler. Alors, on parle d'innovation gap, je parle ici immédiatement. Il dit on ne crée pas assez pour compenser ce qui baisse. Programme national sur l'entrepreneuriat, lancé par le président. Retrouvons l'entrepreneuriat américain, comme on l'a vu, qui fait des grandes choses, qui développe des grands projets. Pas juste qui fait de la petite bidouille. Voilà, il faut que Silicon Valley sorte. Excusez-moi. Voilà des dessins qu'on voit aux États-Unis, vous voyez pas en disant ils sont péteux, ils sont planqués sur Silicon Valley, ils vont pas voir les gens du Middle West qui ont besoin d'améliorer leur santé. Ils font du geek, voilà, en simplifiant. Critiques qui sont faites. Alors voilà, ça c'est une réunion du début de l'année à Santa Clara. Il a été pris l'initiative de rassembler les 600 patrons des meilleures start-up américaines depuis une vingtaine d'années, celles qui ont passé plusieurs centaines ou milliers de personnes. Le président a dit, je vous rassemble, pendant 2 jours vous planchez et vous me dites ce qu'il faut faire pour améliorer la situation aux États-Unis. Alors voilà ce qu'ont sorti ces 600 responsables de start-up américaines. Alors voilà les axes, je vous les donne, vous allez voir, ça ressemble beaucoup ici. Améliorer le système d'impôt, il le faire plus simple et qui favorise la croissance. Première demande, vous avez vu, c'est deuxième, qu'on puisse embaucher qui on veut au niveau des talents, notamment dans le monde entier, parce qu'il y a des blocages sur l'accès aux meilleurs, notamment venus d'Inde, de Chine ou d'ailleurs. Réduire la réglementation. Alors voilà ce que disent les 600 startups américaines dans leur texte donné à Obama. Les États-Unis sont le pire pays du monde pour faire du business. On croyait qu'on avait trouvé ici, voilà ce que nous sort le truc américain. Ils ont peut-être pas voyagé assez, faut savoir, mais enfin, c'est ce qu'ils pensent. Promouvoir l'investissement. Les États-Unis souffrent du manque d'investissement, la réduction des capex, pas assez d'investissement en capital. Promouvoir l'innovation et ceux qui le font. Que l'État ne se mêle pas de tout. Laissez-nous de l'espace pour décider ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, soyez pas bipartisans, que quand il y a un parti qui vient, ils détruisent pas systématiquement ce qu'a fait l'autre, ce qui fait que c'est un va-et-vient permanent. Vous voyez, toute ressemblance avec un contexte local serait purement fortuite. On est très proche des problématiques qu'on a aux États-Unis. Voilà. Et puis voilà, c'est un collègue, pour l'instant il est président, mais il est allé au tableau, il a montré que si l'argent allait où devait aller, normalement ça devrait repartir. Voilà. Vision assez simple. Voilà, comeback, et toute l'Amérique parle de renaissance, innovation, manufacturing renaissance, etc. L'Europe, sur le terrain de la renaissance, devrait pouvoir jouer le jeu. Voilà, renaissance américaine dans les tuyaux. Soyons assez ambitieux. Je finirai. Alors, l'université de référence en ce moment en innovation dans le monde, c'est Helsinki. Voilà ce que dit Mikko. L'innovation, c'est l'énergie vitale qui permet à une société de reprendre l'initiative, de ne pas décliner, de se renouveler. Ce qu'on disait déjà, la renaissance sur cette énergie. Et c'est la bonne définition, l'énergie vitale, comme étant l'objet. Voilà, j'en ai terminé. Désolé pour les problèmes techniques qui nous ont rendu la vie un peu difficile. Donc, bon Mitinov.